Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé La Décapsuleuse. Vous êtes dans l'épisode 2. Pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Je m'appelle Prudence pour les nouveaux et aujourd'hui, je reviens avec quelque chose d'aussi costaud que le premier épisode. Voilà. Si vous êtes familier avec le format, vous avez pu le voir que j'ai partagé une histoire qui n'était pas simplement une histoire, qui fait vraiment partie aujourd'hui intégrante de moi. C'est une histoire qui vous a beaucoup interpellé, beaucoup fait réagir. Moi, je tiens déjà à vous remercier pour pas vos réactions, mais vraiment votre accueil. Dans un premier temps, c'était pas facile à partager ce que j'ai vécu, voilà, mais vous l'avez vraiment accueilli, les bras ouverts, et vous m'avez accueilli par la même occasion. Donc, merci beaucoup. Vraiment, si je peux dire quelque chose avant d'entamer quoi que ce soit, c'est merci beaucoup. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, on est dans l'épisode 2. Ça va pas être un épisode qui diffère du premier, dans le sens où ben, vous avez eu une grande partie, donc la partie 1. Et comme je vous l'avais aussi expliqué à la fin de la vidéo, ce que je souhaitais, c'est vraiment aujourd'hui déconstruire réellement ce qui s'est passé et même aller plus loin en vous expliquant ce que vous n'avez peut-être pas vu passer dans le premier épisode. J'ai partagé dans le premier épisode de mon podcast La Décapsuleuse, disponible sur Spotify d'ailleurs et sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker sur les deux réseaux. J'ai partagé dans le premier épisode une aventure, si je puis dire, que j'ai eu à vivre sur l'île de Malte, un voyage entre copines. Donc nous étions trois. Sur ce voyage, j'ai eu à vivre des expériences assez paranormales qui m'ont suivi jusqu'à mon retour en France et qui m'ont laissé pas mal de séquelles. Voilà, le voyage, il s'est constitué de plusieurs étapes. Mais dans ces étapes, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est on va dire la cause à effet. Le vrai pourquoi, parce que je vous ai expliqué le comment les choses se sont déroulées, comment j'ai été emmenée à, mais la vraie question aujourd'hui, je pense que c'est pourquoi. Dans mon premier pourquoi, je me suis posé la question de pourquoi j'avais été aussi négligente, peu vigilante, aussi naïve. Pourquoi en fait j'avais été incapable de voir dès le départ les signaux qui se présentaient devant moi, parce que un red flag c'est bien, deux red flags c'est bien, mais dans une histoire où il y a au moins sept red flags, je me suis aussi posé la question, mais qu'est-ce qui a été off en fait dans ma tête? Qu'est-ce qui a été off dans mon mental? Qu'est-ce qui a constitué un voile devant mes yeux en fait pour que je me rende pas compte de ce qui est en train de se passer devant moi? J'ai envie d'être très explicite avec ce que je vais dire, donc accrochez-vous. Je vais rentrer dans des choses qui me concernent, mais qui vont peut-être heurter certaines personnes parce qu'elles vont peut-être aussi se reconnaître. Pourquoi est-ce que j'ai eu du mal à me rendre compte de ce qui m'arrivait sur le moment même? La raison, en fait, je l'ai trouvée dans cette explication-ci. C'est qu'en fait, c'est mon cœur qui a été atteint et les blessures sont souvent la cause des plus grands maux qui viennent après. La blessure est superficielle, mais en fait, la profondeur de ce qu'elle va causer au niveau mental, ça, c'est juste inimaginable. En fait, on peut tuer une personne en l'effleurant, en fait, avec quelque chose de très superficiel. C'est ça que je suis en train d'expliquer crescendo. J'y vais. Lorsque mon cœur a été atteint par cette peine de cœur, il y a des souvenirs beaucoup plus profonds qui sont remontés à la surface et qui m'ont donné de réfléchir davantage, de cogiter davantage, de commencer à me scarifier l'esprit d'une certaine manière. De là est parti quelque chose de plus profond. Je me sentais comme étant en fait confrontée à moi-même parce que l'histoire, elle débute pas forcément avec une envie de partir en vacances avec des copines sur une île. L'histoire, elle débute lorsque je refuse de moi-même me confronter à mes propres réalités. Et c'est là, en fait, je crois, toute la subtilité du problème. En fait, j'ai pas vécu une expérience particulièrement significative sur l'île de Malte. Le problème, c'était pas forcément l'île, c'était pas forcément les vacances, on est toutes parties sur la même destination. Il y a eu des choses qui sont concrètement perturbantes, mais pourquoi ces choses m'ont atteinte moi particulièrement? C'est parce que j'avais choisi de dissimuler en fait le fond du problème, ce que je devais régler avec moi-même avant tout, avant toute relation, avant tout voyage, avant toute confrontation avec le monde extérieur. Et c'est ça en fait qui a causé un peu ma perte. Et ça c'est super intéressant
parce que vous savez quoi? L'histoire de Malte, elle est venue faire écho à une autre histoire que j'ai découverte, ou du moins qui m'a été rappelée par un ancien film pour les connaisseurs. J'ai eu vraiment en tête la vision des fleurs de lotus dans le film Percy Jackson. Et je sais que Percy Jackson, ça fait aussi référence à la mythologie grecque. Et moi, j'aime énormément m'enrichir de connaissances par rapport à ces récits-là qui ont en fait porté des générations de personnes qui ont cru, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et vous savez quoi? Dans cette histoire, j'ai découvert que, en fait, la référence initiale, c'était l'histoire d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Pour vous la faire hyper courte, Ulysse avec ses compagnons, lorsqu'ils naviguaient, ils sont tombés sur une île où la population présente était une population qui se nourrissait de lotus en majorité. Et en fait, en découvrant cette île, ils ont découvert une terre d'accueil, donc naturellement, voilà, ils ont voulu en fait s'abreuver, boire, se rafraîchir, se détendre. On peut le réduire à ça finalement. Ils se sont approchés de cette population et cette population leur a gentiment proposé des fleurs de lotus. Mais le plot twist ici, c'est que les fleurs de lotus, elles produisaient quoi? Elles produisaient en fait une espèce de somnolence, d'endormissement, mais un peu plus poussée, si je puis dire. Euh, Elles avaient quelque chose de narcotique, si je crois que c'est le bon mot. Ça venait en fait euh, les droguer d'une certaine manière, leur faire perdre leur sens, leur faire perdre toute notion du temps, toute notion d'eux-mêmes aussi, parce que les compagnons d'Ulysse qui ont eu à manger les fleurs de lotus se sont retrouvés à perdre totalement leur sens et à vouloir rester sur cette île, à vouloir s'éterniser sur cette île et à vouloir tout oublier. En fait, ces personnes, elles ont commencé à perdre toute notion, absolument toute notion de ce qui les entourait, de ce qui les avait envoyés, de ce qui les motivait et de ce qui les retenait. Elles ne voulaient que manger des fleurs de lotus. Et là, je me suis dit, c'est une sacrée dinguerie parce que je me rends compte en fait d'une chose incroyable. C'est que comme je l'ai encore une fois dit plus tôt, le problème, c'était pas l'île sur laquelle j'étais. Le problème, c'était l'idylle que j'avais voulu créer autour de moi. C'était ça la pire décision que j'ai pu prendre. Parce qu'en fait, en créant mon idylle, j'ai fermé mes yeux à tout ce qui pouvait vraiment être autour de moi. Et c'est un peu ça que je retrouve dans l'histoire d'Ulysse avec l'Odyssée d'Homère, là, dans ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que il y a une espèce d'oubli, il y a les sens qui sont réduits à rien. Du moment où, en fait, je décide de manger, en fait, de goûter à une autre forme de réalité, intentionnellement, en fait, ce que je vis est en déphase avec ce que les autres peuvent vivre. Donc c'est déjà une réponse à la question que plusieurs se sont posées et que moi je me suis posée, où je me demandais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment simplement l'île de Malte? Est-ce que c'est toutes les îles du monde? Mais où est-ce qu'on va aller en fait si c'est une histoire d'île? Non, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'espèce de d'illusion, en fait. C'est comme un mirage. En fait, le problème, c'est le mirage que je me suis créé, en fait, plus précisément dans ma tête. Et voilà, ça, c'est déjà une réponse que j'ai eue à ma question de pourquoi ça m'était arrivé. Ça aurait pu s'arrêter là, mais je pense que l'histoire, elle est encore plus profonde. Suivez-moi encore attentivement, vous allez voir. J'ai envie de prendre un autre exemple tiré d'un autre ouvrage, du coup. Je vais prendre et je vais citer, non, je vais pas citer la Bible, mais je vais prendre un exemple de la Bible. Donc, ne fuyez pas pour les plus réticents. Vous allez voir, ça va être très intéressant encore une fois. Et je vais vous le dire de manière brève. J'ai trouvé dans la Bible une histoire qui me parlait exactement de mon histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'apôtre Paul, qui était du coup destiné à aller se faire juger sur Rome. Donc il était sur un navire avec plusieurs personnes, plusieurs prisonniers. Et le bateau a tout simplement fait naufrage, encore une fois sur une île. Et vous n'allez pas me croire, mais l'île, c'était l'île de Malte. Et ça a fait un véritable déclic, encore une fois, dans mon esprit. Parce que cette histoire, je l'avais lue avant d'aller sur mon voyage, du coup, sur l'île de Malte. Et elle me paraissait vraiment extraordinaire, comme à son accoutumée, cette histoire. Mais je ne l'ai pas comprise comme je l'ai comprise après mon voyage, en fait. L'apôtre Paul arrive sur l'île de Malte. Cet homme-là aurait pu se dire que ses problèmes étaient terminés. Parce que, de manière un peu miraculeuse, il a été libéré
Lui qui était déjà captif, en fait, sur ce bateau, il a été libéré d'un poids, libéré, en fait, d'une obligation d'aller se faire juger, de faire face, finalement, à sa destinée, son destin, de faire face à lui-même, ses actions. Il a évité tout ça, en fait, en se réfugiant sur cette île, en s'égarant plutôt sur cette île qui deviendrait, du coup, plus tard un refuge. Lorsqu'en fait, j'ai compris que le fait qu'en fait l'apôtre Paul ait pu un instant penser que l'histoire allait s'arrêter peut-être ici sur une belle note, lorsqu'il a commencé à penser que peut-être il aurait peut-être un peu de repos sur cette île, qu'il aurait du répit, qu'il serait peut-être gracié de confronter sa propre réalité, il s'est fait mordre par un serpent venimeux. Et là, moi, j'ai compris un truc de fou. J'ai compris qu'en fait, c'est premièrement au moment où tu t'y attends le moins, forcément, qu'il peut t'arriver les plus grandes dingueries, mais surtout qu'en fait, c'est au moment où tu penses, où tu désires, où tu veux fuir ta réalité, ta mission, qu'en fait, le piège peut se refermer sur toi. Et je vais pousser le truc un peu plus loin pour mettre ces deux histoires en corrélation, donc l'histoire d'Ulysse et l'histoire de l'apôtre Paul. Les deux ont cru à un moment donné que cette île pouvait leur accorder quelque chose de bon et une sorte de répit. Les deux ont vu une porte de sortie, d'une certaine manière, sur l'île dans laquelle ils sont arrivés. Parce que les tempêtes, les ouragans, le climat, tout les poussait à bout, d'une certaine manière. La navigation, en fait, depuis le départ, pour les deux bateaux, elle était très compliquée, très tumultueuse d'une manière. Et lorsqu'en fait, je réalise qu'ils ont trouvé et ils ont espéré en un refuge sur cette île, et que c'est là que le piège s'est refermé sur eux, je réalise qu'en fait, fuir ces problèmes, ça n'a jamais rien réglé. Pour être très honnête, fuir ces problèmes, ça n'a jamais rien réglé et ça n'a jamais rien donné de bon. Vous savez, l'île, elle peut avoir plusieurs manières d'être comprise par chacun. Pour ma part, mon île, c'était mon échappatoire. Mes vacances, c'était mon échappatoire. C'était le temps de 10 jours, le temps de refouler encore un peu plus longtemps mes problèmes, mais plus que mes problèmes, mes émotions, plus que mes émotions, mes sentiments, plus que mes sentiments, mes blessures intérieures. Mais pour d'autres personnes, l'île, elle représente une échappatoire beaucoup, beaucoup plus simple. L'île, ça représente ces soirées qu'on enchaîne pour oublier un peu nos problèmes, pour oublier le vrai fond du problème. L'île, ça représente des addictions. L'île, ça représente le travail pour certaines personnes. L'île, ça représente tout ce qui vient nous déconnecter d'un moment à un autre pour nous faire vivre une autre réalité. Et là, je me dis, ok, c'est la réponse à un autre pourquoi que je me posais. Lorsque j'ai continué à me poser d'autres questions, dans mon processus aussi toujours de guérison, pourquoi, encore une fois, euh, ce sort s'était acharné sur moi d'une certaine manière? Est-ce que, en fait, j'ai pas le droit à l'erreur? Et est-ce que toutes les petites erreurs, aussi petites soient-elles, vont me causer autant de dégâts? Est-ce que c'est juste? J'ai eu du mal à comprendre la réponse, mais je l'ai entendue lorsque j'ai commencé à voir qu'en fait, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, que l'histoire en fait que j'avais vécue, elle me faisait tout aussi mal que le premier jour. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me pardonner, j'arrivais pas à me dire que j'étais pas la petite chrétienne aussi parfaite que je pensais être. J'arrivais pas à me dire que je retrouverais forcément mon estime de moi-même. J'y arrivais pas. J'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai demandé de l'aide, j'ai prié Dieu, j'ai suivi des programmes, j'ai écouté vraiment tout ce qui pouvait m'aider à me relever, me développer, etc. Mais j'arrivais pas. Faut savoir une chose, pour vous mettre dans le contexte aussi, je suis une personne qui fait preuve d'hypersensibilité. C'est-à-dire que mes émotions de base sont toujours plus excessives d'une certaine manière, exacerbées. Ma réalité à moi, elle est plus augmentée, on va dire, que la norme. Euh, Lorsqu'une personne voit A, moi je pense déjà en fait à C,
et j'imagine déjà le Z. Enfin voilà, pour vous mettre dans le contexte, j'ai capté qu'en fait, au-delà de me battre avec des formes d'esprit impures, des formes d'esprit malsain, d'énergie malsaine, etc., mon premier ennemi, c'était d'abord mes pensées. Mon premier ennemi à battre, à vaincre, c'était d'abord moi-même, mes pensées, mon mood. Au-delà de mes émotions, j'étais vraiment devenu mon propre ennemi. Et mon propre ennemi, vous savez ce qu'il me disait tous les jours à l'oreille? Mon propre ennemi, il me faisait penser en fait à des choses que j'ai vécues bien plus tôt, à des déceptions que j'ai connues bien avant celle-ci. Ce qui fait qu'en fait, je commençais à comprendre que là, la petite peine de cœur que j'avais eue, elle venait faire écho à tout mon passé et elle venait remettre en cause toute la personne que j'étais parce que le vrai travail, c'était pas simplement de me dire qu'il faut que je me relève, que ça va aller mieux, que je trouverai mieux ailleurs, que je resterai pas indéfiniment dans cette situation. Le vrai travail, ça a été de pas faire confiance en fait à mes pensées. Le vrai travail, ça a été de pas donner raison à mes pensées. Et comment on fait ça? Comment on dit à une personne à l'intérieur de soi, t'inquiète, parce qu'en fait, tout de moi se souvient de ce que j'ai vécu. C'est quelque chose, je pense pas qu'on en parle assez, surtout dans le monde chrétien, mais l'hypersensibilité, euh, c'est une faculté cérébrale qui, pour ceux qui ne le savent pas, emmène une certaine catégorie de la population, voilà, à penser, recevoir les émotions, les interactions, les situations. Ça nous donne, parce que du coup je m'inclus dedans, ça nous donne en fait de voir les choses de manière très très prononcée. Et l'hypersensibilité, c'est une faculté qui, pour ceux qui savent l'utiliser, c'est une faculté qui peut vraiment aider, vraiment être très bénéfique, c'est-à-dire que on a une grande capacité de compréhension émotionnelle, on arrive à vraiment évaluer, même si on surévalue la plupart du temps, ça se travaille, c'est vraiment une faculté qui permet de voir vraiment le bon chez les gens, d'être très empathique. C'est une vraie faculté, mais c'est une faculté qui peut aussi causer une forme de torture pour ceux qui la vivent, dans le sens où quand tu sais vraiment pas t'en sortir avec cette particularité-là, tu peux être ton propre ennemi pour le coup. Et moi, dans la situation dans laquelle j'ai été, forcément, j'ai commencé d'abord par être mon propre ennemi. J'ai commencé d'abord par me tirer des balles dans le pied, dans le genou, dans le cœur, et puis dans la tête. Parce que la majorité du combat, en fait, elle se passe dans la tête. Et j'en parle pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur est lié directement au cerveau. Et il y a plusieurs versets bibliques qui font part en fait de cette compréhension-là, dans le sens où le cœur est le siège des émotions, mais surtout que du cœur peut résulter en fait des émotions qui viendront tout simplement se loger dans la sphère de la pensée. Et dans la pensée, en fait, après, on atteindra directement le cerveau, la mentalité, l'attitude, l'action et tout ce qui en découlera. Et donc, c'est très important pour moi d'en parler parce que l'hypersensibilité, c'est peut-être pas pris autant au sérieux dans tout le contexte spirituel, voilà, si je peux le dire correctement comme ça, c'est peut-être pas pris autant au sérieux que ça devrait l'être. J'ai commencé vraiment à voir mon système nerveux, mon système vraiment de pensée être totalement bousillé, très honnêtement. Et je vous l'avais déjà partagé un peu dans la première partie de mon témoignage dans la vidéo de l'épisode 1. Je vous invite toujours à aller regarder si c'est pas encore fait. J'ai commencé à voir que mes pensées, on pouvait se les approprier facilement. Parce qu'au début, c'est moi qui pense des choses sur moi-même. Mais vous savez quoi? Le mensonge prendra toujours la voix à celui à qui on se fie le plus. Et j'ai envie de mettre ça en parallèle avec un truc hyper banal. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un film qui est sorti récemment, Spider-Man. Sans vouloir spoiler personne, j'ai envie de mettre ça en parallèle avec un aspect du film qui, pour moi, vient vraiment représenter ce que je suis en train de vous dire là. Les gars, dans le film, Spidey, il fait face à un dilemme. Il est confronté à
une dégénérescence, on va dire, de ses sens. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Ne me jetez pas la pierre par pitié. Il y a une dégénérescence de ses sens, c'est-à-dire qu'il devient ultra sensible à ses propres pouvoirs. Ok, vous me suivez jusque-là? Je pense qu'on est sur la même ligne. Il devient hypersensible à ses propres pouvoirs. Et dans le contexte, en fait, Spidey, il se retrouve à se battre avec une force extérieure, mais aussi à se battre contre lui-même avec des facultés intérieures. Et moi, je le vois comme ça, un peu l'hypersensibilité. C'est vraiment ce combat de l'intérieur, c'est-à-dire, en fait, se battre avec ce que l'on pense être mauvais chez nous, ce que l'on voit comme étant quelque chose qui nous détruit, comme étant quelque chose qui nous fait courir à notre perte, quelque chose qui nous donne d'agir sans que l'on le veuille. C'est quelque chose qu'en fait, ça nous draine, ça nous pousse malgré nous et ça nous tue un peu d'une certaine manière. Quand on ne sait pas utiliser cette faculté-là, en fait, ça nous tue. Et dans le film Spidey, du coup Spider-Man, il a affaire à vraiment ce combat intérieur où il veut rejeter en fait cet aspect de lui. Il se dit qu'en fait ça sert à rien, ça le dessert en fait. Et dans le délire, en fait, moi je capte vraiment que l'hypersensibilité, sur le point de vue spirituel, lorsqu'en fait on est confronté à beaucoup de mensonges, beaucoup d'idées qui viennent vraiment de la part de l'ennemi, de la part des esprits mauvais, etc. L'hypersensibilité, ça devient mais juste quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur. Parce que c'est comme impossible de faire la part des choses entre ce qui vient de moi, ce qui vient d'ailleurs. En fait, c'est quelque chose qui va entraîner la personne qui la vit dans un gouffre sans fin. Mais moi, ce que je comprends par le film, c'est aussi la manière dont, en fait, sur la sphère spirituelle, les choses se passent. En fait, dans le film, pour ceux qui vont capter, il y a cette force-là qui prend possession de multiples corps et qui vient s'adresser à Spidey à chaque fois. Elle s'adresse à Spider-Man et elle lui dit à chaque fois ces 4 vérités selon la perspective de la personne en fait dont elle prend possession. Ce qui fait qu'en fait à chaque fois Spidey, selon le degré de proximité qu'il a avec la personne, il va commencer en fait à se voir en fait se prendre des vérités en pleine face qu'il va forcément trouver plus vraies que nature. Parce que les personnes, par exemple, qui peuvent être sous possession, eh ben, elles le connaissent. Elles connaissent ses failles, elles connaissent la personne qu'il est. Elles ont une perspective très intime de lui-même. Donc, il va forcément avoir envie de les croire, malgré que le mensonge soit hard, malgré que le mensonge soit fort, malgré que le mensonge soit deep. Quand il entend le mensonge de la voix la plus proche qu'il connaît, il a juste envie de croire que ce mensonge, en fait, c'est la vérité. Et c'est comme ça que ça se passe sur la sphère spirituelle. Sur la sphère spirituelle, l'ennemi, en fait, envoie des mensonges dans notre esprit qui, en fait, vont tellement faire écho à des choses qu'on connaît de nous-mêmes, des choses qu'on a vécues, des choses que l'on sait vraies, qu'en fait, on va vraiment peiner, en fait, à faire la dissociation entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt de l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est que pour m'en sortir, mes pensées devaient être mon premier champ de bataille. Ce qu'on redoute le plus, souvent, c'est les autres, c'est ce que les autres peuvent nous faire, ce que les autres peuvent nous dire. Mais ce qu'on se dit à soi-même, vous savez à quel point ça peut avoir une portée néfaste? Vous savez à quel point ça peut briser une personne, le regard qu'elle a envers elle-même plutôt que le regard que les autres ont envers elle? Tous les jours, en fait, c'est quelque chose qui va t'être rappelé. Tous les jours, on va vouloir te remettre en comparaison ce que les gens ont fait auparavant, ce que les gens te font aujourd'hui et ce que les gens sont susceptibles de te faire. Et si tu ne te fies pas à une réalité, à une base, à un socle, à quelque chose de constant, tu risques de ne jamais vraiment vivre. Et je vous assure que je pense que c'est ça qui a causé mon déclic. La raison pour laquelle j'ai voulu m'en sortir, c'était plus... Waouh. La raison pour laquelle j'ai voulu me sortir de cette situation, c'était pas parce que j'avais envie euh, que ça s'arrête. Parce que vous savez, il y a un aspect un peu shadow-maso dans le fait de se scarifier l'esprit avec ses propres pensées. C'est qu'en fait, l'île que l'on se constitue, voilà, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, le monde que l'on se constitue, la détresse, la peine que on pose comme un peu une peinture sur les murs, elle nous réconforte.
À un moment donné, ça nous réconforte. À un moment donné, ça fait plus de bien de se dire qu'on sert à rien, qu'on n'arrivera jamais à rien, qu'on n'est personne, plutôt que de continuer à croire et d'espérer. À un moment donné, je me suis dit que c'était invivable de vivre dans ces pensées-là. C'était invivable, insoutenable de, de se dire qu'en fait, il n'y aura jamais d'espoir pour soi. À un moment donné, j'ai juste eu envie de vivre. J'ai pas eu envie, en fait, de croire que ma situation, elle était terminée, que je m'étais tiré une balle dans le pied et que j'allais boiter toute ma vie. Non, je me suis dit que non, j'avais envie de vivre. Et même s'il fallait que je réapprenne tout, même s'il fallait que je déconstruise toute ma mentalité, tout mon monde, j'avais envie, j'avais envie d'essayer. J'avais envie de me réapproprier ma vie, de me réapproprier mes pensées et de me réapproprier ma personne. Pourquoi j'avais été pris pour cible? Par le biais de l'hypersensibilité. Quand mes pensées sont atteintes, ma tête est atteinte. Et quand ma tête est atteinte, tout mon être devient fébrile. Et là, en fait, n'importe qui peut venir déposer une autorité sur moi. Donc voilà un peu comment cette histoire m'a forgé. Lorsque je me suis entendu penser récemment que je finirais toujours rejetée, c'est là que j'ai compris que en fait l'emprise, elle pouvait durer des années et des années du moment qu'en fait tu comprends pas le cycle et le schéma dans lequel en fait tout ça fonctionne. Je suis profondément heureuse d'avoir pu vous partager cette deuxième partie qui compte autant que la première. On m'a beaucoup demandé comment je m'en étais tirée, comment j'avais réussi à passer outre cet épisode-là, comment est-ce que, bah écoutez, je tente de m'en tirer encore. La vérité, c'est que je tente tous les jours de ne jamais plus reproduire les mêmes erreurs. Et c'est très déstabilisant quand on peut être emmené à constater dans sa propre vie que on fait encore preuve de naïveté, on fait encore preuve de manque de discernement, on est encore prêt à livrer son cœur à n'importe qui, on fait encore confiance aux gens, etc. Ma solution à moi, je l'ai dit hein, et je le redis encore, la solution principale, ça a été de m'accrocher à mon Dieu, ça a été de voir dans les yeux de mon Dieu qui j'étais pour ne jamais plus croire ce que mes pensées pourraient me dire ou ce qui pourrait être soufflé à mes pensées. Et ça, c'est une véritable clé. Et je pense que là, comme on a parlé des super pouvoirs, comme on est dans la thématique de parler des super héros, je pense que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir, c'est clair. Mais je pense que la foi en Dieu, c'est aussi un super pouvoir. C'est une faculté qui te permet de te raccrocher à ton toi intérieur, que tu le veuilles ou non. Ta foi, c'est vraiment ton moyen de briser le prisme dans lequel, en fait, tu te vois. Et c'est à prendre avec considération aussi, parce que lorsqu'on néglige nos facultés, on éteint le super pouvoir, on éteint la flamme, on éteint les choses qui peuvent nous rendre alertes, en fait. Les choses qui peuvent nous maintenir un peu éveillés dans le monde dans lequel on vit. Et c'est des choses qui font office de garde-fou, en fait, dans la vie de tous les jours. Alors, conseil pour vous, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas votre super pouvoir. Voilà, on en a fini avec cette histoire d'île, cette histoire de storytime. Vous savez quoi, j'ai juste hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. J'ai hâte de pouvoir vous dire vraiment ce qui m'est mis à cœur, en fait, d'aborder comme sujet, comme thématique. Moi, je suis là vraiment pour décapsuler les choses, pour ne plus aller en surface sur les thèmes, même si ça secoue, même si ça fâche, même si ça peut irriter, même si c'est des sujets qui portent souvent à polémique. Peu importe, on est là pour parler, on est là pour s'entraider, on est là pour évoluer, on est là pour apprendre, on est là pour décapsuler. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo encore une fois, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais pas simplement à me dire ce que ça vous a, est-ce que ça vous a parlé. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve pour un nouvel épisode de la décapsuleuse très prochainement. Et je vous dis bye!